Une chose qu'il faut se représenter pour la période de la Renaissance en Europe, c'est que l'effervescence intellectuelle et artistique qui s'y est jouée doit beaucoup aux traditions arabes des textes antiques pendant l'époque médiévale, permettant aux Occidentaux de renouer avec leur héritage culturel. Il n'est guère étonnant qu'ils aient été les premiers à s'inspirer de ces textes pour les développer à travers de nombreuses démonstrations. Aussi, l'alchimie s'est-elle d'abord formalisée dans les cours arabes avant de rencontrer les cours chrétiennes. C'est cette période de l'alchimie que je vous propose à présent d'étudier. Avant d'aller plus loin, il est impossible de parler d'alchimie sans mentionner la table d'émeraude. En effet, nombre d'alchimistes se sont référés en la considérant comme la source de leur savoir. La table d'émeraude se présente comme la suite de 12 brèves sentences au contenu énigmatique, dont l'auteur serait Hermès Trismégiste lui-même. L'original, qui prenait la forme d'une tablette d'émeraude, a bien sûr été perdu, ce serait trop facile autrement. Aussi, ce qui était diffusé pendant la période médiévale n'en était que des copies en langue arabe. Dans la mesure où l'une des versions de ce texte est courte, je me permets de la transcrire ici entièrement. Ainsi, le texte commence comme suit. Vrai, certain, sans nul doute. L'inférieur appartient au supérieur, et le supérieur appartient à l'inférieur. L'œuvre des miracles vient d'une chose unique, par un procédé unique, tout comme les choses proviennent d'une matière unique. Son père est le soleil, et sa mère est la lune. Le vent l'a porté dans son ventre, et la terre l'a nourri de son lait. Il est le père des talismans, le gardien des miracles, parfait en force. Le feu devient terre. Ôte la terre du feu, le subtil est plus noble que le grossier, avec prudence et sagesse. Il monte de la terre au ciel et retombe sur la terre, car il reçoit la force du supérieur et de l'inférieur. La lumière des lumières étant avec toi, devant toi fuiront les ténèbres. Il est la force des choses, qui surmonte toute chose subtile. Il pénètre toute chose épaisse. Tout cela se produit selon la disposition du macrocosme. De ceci sortiront d'admirables adaptations, dont le moyen est ici. C'est ma gloire, et c'est pourquoi j'ai été nommé Hermès, triple en sagesse. Autant dire que ces écrits permettent mal d'appréhender le lien avec l'alchimie. Pour leur donner du relief, il faut s'appuyer sur des textes qui lui sont postérieurs, abordant successivement la question des planètes et des astres, des minerais et des pierres, des plantes, des animaux et de l'homme, en recherchant les causes des uns et des autres. La partie concernant la formation des métaux contient en effet des informations dont les alchimistes sauront tirer parti, dans la mesure où elle explique la composition de ces métaux par la présence conjointe du mercure et du soufre. Reste que le texte inhérent à la table d'émeraude ne contient rien de spécifiquement alchimique. Tout au plus induit-il l'idée que l'univers tel qu'il le décrit dépend d'un Dieu unique et tout-puissant qui assure l'unité entre ce qui est en haut
et ce qui est en bas, le microcosme et le macrocosme. Le soleil, la lune, l'air et la terre représenteraient alors les 4 éléments dont sont faites toutes choses dans l'harmonie de la création. Ce que l'on peut considérer avec les dernières sentences, c'est que le travail de l'artisan correspondrait à celui de la nature tout entière, en reproduisant, via les appareils alchimiques, les processus tels que mentionnés, soit la séparation de la terre et du feu, la séparation de ce qui est le plus pesant et de ce qui est le plus léger, la séparation de ce qui monte et de ce qui descend. Les commentaires alchimiques de la table d'émeraude au XIIIe siècle en feront un monument incontournable pour faire avancer cet art occulte, même si son auteur véritable ne devait pas tremper spécialement dedans à l'origine, entendons-nous bien. Retenons en tout cas que la table d'émeraude participera au goût des mystères, inhérent à l'étude de l'alchimie, dont l'attention ne saurait être mieux stimulée que par l'apparence de secrets dont la compréhension allégorique permettrait à l'homme de dominer les lois de la nature. Ceci étant dit, voyons quelles évolutions ont pu précisément marquer le courant alchimique outre-Méditerranée. Pour cela, je vous propose de nous arrêter sur 2 figures fondamentales de l'alchimie arabe, à savoir Jabir ibn Hayyan et Ar-Razi. Jabir ibn Hayyan était certainement l'alchimiste arabe le plus connu de tous, bien qu'on ignore s'il ait vraiment existé. En effet, quelques problèmes liés à la recherche historique complexifient son étude, mais je ne les aborderai pas dans la mesure où ils n'intéressent que peu notre propos. Nous disions plutôt que les alchimistes arabes avaient repris à leur compte le texte des philosophes antiques. Aussi, il n'est guère surprenant que Jabir ibn Hayyan ait pris pour point de départ à sa doctrine les idées d'Aristote. Sa pensée était particulièrement complexe, trop pour être développée correctement dans une vidéo. Tout au plus, dirais-je qu'il reprenait l'idée d'une substance unique, ou matière première. Souvenez-vous, chez Aristote, il y avait l'idée de 4 éléments, qui avaient chacun 2 qualités. Le feu avait la chaleur et la sécheresse. L'air avait la chaleur et l'humidité. L'eau avait la frigidité et l'humidité. La terre avait la frigidité et la sécheresse. Dans l'idée, il s'agissait d'expliquer comment on pouvait passer d'un élément à l'autre, par l'effet d'une qualité. Par exemple, en théorie, si le feu se refroidissait, il devenait de la terre. Jabir est allé plus loin dans ce raisonnement. En effet, il a considéré que les qualités susmentionnées étaient des natures, au sens où elles pouvaient être isolées. Ainsi, par exemple, le feu sans sécheresse devenait de la chaleur. C'est avec une telle pirouette intellectuelle qu'il a repris des discours métaphysiques pour les ériger à l'état de chimie. Déjà qu'à ce stade c'est compliqué, bon Dieu, alors la suite. Car oui, Jabir considérait que les natures héritées des éléments pouvaient être concrètement isolées par la pratique de la distillation. Cela permettait alors d'affiner la compréhension des métaux perçus comme des corps mixtes. C'est-à-dire que chaque métal posséderait en lui 2 natures externes et 2 natures internes. Grand Dieu. Au final, c'est en jouant de ces natures avec l'appareillage alchimique, donc tous les petits outils, tout ça, qu'il devenait possible de transformer un métal en un autre. Par exemple, de transformer du plomb en or. De là, on comprend tout l'intérêt qu'on peut susciter de telles recherches auprès des autres alchimistes. Reste que tout cela, c'est bien joli, mais comment on s'y prend ?
Selon Jabir, pour transmuter des métaux, il faut passer par le moyen de l'élixir, soit un produit qui peut être obtenu à partir de substances minérales, végétales ou animales. Une fois de plus, il sort des carcans en introduisant le vivant dans les opérations de distillation. C'est à ce moment qu'il convient d'évoquer la doctrine la plus originale de Jabir, soit la théorie de la balance. S'inspirant des travaux des pythagoriciens, donc théorème de Pythagore, tout ça, Jabir considérait qu'il existait un rapport étroit entre la structure des choses et celle des mots, dans la mesure où les noms seraient imposés par la nature elle-même. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier pareille idée ? Très simplement, à l'époque étant cet espace culturel, on avait la conviction que la langue arabe était celle de Dieu lui-même, rien de moins. Aussi, l'idée que Dieu ait pu imposer aux choses le seul nom qui leur convienne véritablement apparaît parfaitement plausible. Partant de là, les lettres de chaque mot détermineraient la proportion de chaud, de froid, de sec et d'humide que contiendrait le corps nommé. Cette doctrine s'appliquait pareillement aux diverses opérations chimiques, l'ensemble étant conditionné par le nombre 17. Ne me demandez pas pourquoi. C'était suivant une logique arithmétique dont vous devinez une complexité obscure, et je vous épargnerai le développement de cette dernière. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement que cette théorie de la balance permettait de fabriquer un élixir propre à chaque opération. In fine, tout est affaire de proportions, dans un corps donné, et jouer de ces proportions permettrait de le recomposer, suivant le résultat recherché. Puisque cette théorie s'applique sur les trois règnes de la nature, du minéral, du végétal et de l'animal, on peut comprendre qu'en bout de ligne se prépare un terrain d'expérimentation visant à produire un élixir capable de guérir toutes les déficiences de la nature, aussi bien pour les corps minéraux, métalliques, que pour les êtres vivants. Désormais, l'alchimie et la médecine sont associées, insufflant aux alchimistes la prétention d'accéder enfin à la véritable connaissance de tous les secrets de ce monde. Au final, Jabir sera celui qui ouvrira la porte théorique à la médecine universelle. Quelle belle ironie que les pompiers passent à ce moment. Contrairement à Jabir ibn Hayyan, on sait d'Ar-Razi, que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'il a vraiment existé. Ce dernier a vécu, je vois pas pourquoi je parle au conditionnel, en Perse au Xe siècle. Je vous passe sa vie pour en venir directement à sa pensée. S'il y a des points communs avec Jabir ibn Hayyan, développant notamment une théorie des relations entre l'âme et la matière, au final, il demeure avant tout un praticien, rapportant le fruit de ses expériences. Selon lui, la matière est composée d'atomes, qui sont indivisibles et séparés par du vide, et dont le rapprochement constitue les 5 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu, auxquels il ajoute l'élément céleste, qui semble correspondre à l'éther des aristotéliciens. Cet élément céleste serait une substance impérissable au sein de laquelle les astres déploient leurs mouvements circulaires. De fait, c'est la taille des espaces vides entre les atomes et les éléments qui déterminent les différences entre les diverses substances,
que ce soit leur luminosité, leur couleur ou encore leur dureté. Les alchimistes doivent à Arazi sa classification des corps utilisés dans son laboratoire, principalement de nature minérale, végétale et animale. Attardons-nous un temps sur cela. Concernant la classification des substances minérales, elle se divise en 6 catégories. Viennent d'abord les 4 esprits, avec le mercure et le sel ammoniaque d'une part, un combustible, ainsi que l'arsenic et le soufre d'autre part, combustible. Cette première catégorie se caractérise par le passage de ces substances à l'état gazeux. La deuxième catégorie, là je serai plus rapide pour les autres, est celle des corps fusibles ou métaux, donc l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, le zinc. La troisième catégorie regroupe nos minéraux. La quatrième, 6 vitrioles. La cinquième, 6 borax. Et la dernière, 11 sels. Si cette classification est précise, elle ne correspond que partiellement à notre propre classification. Et les substances végétales sont quant à elles peu mentionnées, servant tout au plus aux distillations. En revanche, Arazi voue une attention considérable aux substances animales, telles que les cheveux, le sang, le lait ou l'urine, qui lui servent à fabriquer du sel ammoniaque, dont il sera l'un des premiers à étudier les propriétés. De la part d'un tel praticien, il n'est guère surprenant de le voir décrire en détail ses instruments de prédilection, que sont les fourneaux, les creusets, les mortiers, les pincettes, mais aussi plusieurs sortes d'alambics, de cucurbites ou d'aludels, sans parler des fioles et autres récipients. À partir de là, il explique les opérations nécessaires à la transmutation. Puisque tous les corps sont faits du mélange des mêmes éléments, il suffit d'en modifier la composition pour transformer telle substance en telle autre. À terme, ce que cherche Arazi derrière ces expérimentations, c'est de transformer ces substances à l'état liquide pour produire un élixir par le concours de la distillation, de la solution et de la calcination. Cet élixir, projeté sur un métal imparfait, devait alors les transformer en argent puis en or. Bien sûr, le procédé laisse apprécier un entremêlement de complexité et d'incertitude qui complique notre travail de compréhension de notre côté. Difficile de dire comment se passaient exactement ces expériences, mais au moins Arazi avait cet avantage, cette qualité de donner une vraie place à l'étude pratique de l'alchimie. Bien sûr, les exemples de Jabir ibn Hayyan et Al-Razi ne sauraient enfermer à eux seuls la richesse du corpus inhérent aux recherches arabes en la matière depuis le 8e siècle de notre ère. Bien d'autres figures pourraient être mentionnées, mais nous nous arrêterons à ces 2 cas, qui sont déjà assez représentatives des courants de pensée qui ont pu émerger de ces développements intellectuels. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les alchimistes arabes sont parvenus à transcender une science héritée des savants grecs de l'Antiquité, qu'ils ont traduit. Ils ont repris à leur compte les conclusions tirées de la table d'émeraude, pour faire de l'alchimie une science occulte, qui a le goût du secret, des mystères et des prophéties. En outre, Jabir ibn Hayyan ainsi que Ar-Razi nous apparaissent comme 2 figures complémentaires de l'alchimie arabe, le premier étant porté sur la théorie et le second sur son application au laboratoire. Les 2 participeront, en tout cas, à la promotion de cette discipline, jouant un rôle essentiel dans la continuité d'une chimie née dans les premiers siècles de notre ère et qui se poursuivra dans l'Occident latin que nous étudierons pour la prochaine vidéo.